On n'a pas pu s'exprimer, mais c'est pas très grave. Enfin, de toute façon, ça va pas nous empêcher, nous, de lutter contre le pouvoir en place et de lutter contre cette réforme, cette loi en tout cas, qui vise à réformer les libertés, notamment d'information et autres, parce qu'on considère que c'est une loi autoritaire et qu'elle a rien à faire en fait aujourd'hui, sinon à montrer que le gouvernement il est en train de se préparer en réalité à l'affrontement, et c'est ça la réalité. C'est ce qui est un peu dommage, c'est que c'est pas sorti du contenu. On a beaucoup parlé de liberté de la presse comme si c'était un problème de liberté de la presse. C'est pas un problème de liberté de la presse, c'est un problème de liberté d'une certaine presse, et notamment une presse indépendante comme Révolution Permanente, Street Press, là-bas si j'y suis, et plein d'autres en fait, parce que vous doutez bien que Ruth El-Krief elle en a rien à foutre demain de pouvoir filmer ou non les violences policières. Elles les ont jamais filmées, ces gens-là, ça ne les intéresse pas. Pourquoi la presse bourgeoise et les grands papes de l'information comme on dit s'intéressent pas à cette loi-là? Parce qu'ils en ont rien à faire, ce n'est pas leur objectif. L'objectif des médias bourgeois, c'est de pouvoir transmettre la parole de l'État bourgeois, la parole de cette république bourgeoise. C'est pour ça que souvent, ils invitent uniquement les mêmes députés, les mêmes parlementaires et autres. Ils invitent jamais, comme nous on peut le faire sur Révolution Permanente et d'autres médias indépendants, les militantes et les militants de terrain en fait, les personnes en grève et autres, les personnes qui luttent. Donc enfin voilà, c'est ce qu'il faut essayer de dire, et non pas, moi je pense que ça serait une erreur de faire croire que la presse serait un bloc monolithique en fait, qui irait de Tahabouaf à Pascal Pro. Non, Tahabouaf c'est Tahabouaf, Pascal Pro c'est Pascal Pro. Peut-être ils font de la presse les deux, mais il y en a un pour qui l'intérêt il est de montrer celui des prolétaires, celui d'en bas, comme Taha le fait, comme il a pu montrer Ben Allah et autres, et comme on peut le faire sur Révolution Permanente en essayant de donner la parole à celles et ceux qui sont réprimés. Et puis il y a des Pascal Pro qui en ont rien à foutre, qui au contraire considèrent que parfois les keufs ils devraient même tirer à balles réelles, comme avait dit Zineb El Razoui sur CNews. Et c'est ça qui manque, je pense, dans les prises de parole. Et il y a aussi quelque chose d'autre qui ne vient pas dans ces prises de parole là, c'est de demander à la police de sortir de nos syndicats, parce qu'il y a beaucoup de paroles syndicales, mais il n'y en a aucune qui assume aujourd'hui de dire malheureusement que cette loi là, ces amendements là, ils viennent aussi des organisations syndicales en premier lieu, et des organisations syndicales policières. Nous on le dit, on le répète, le syndicalisme il vient de la chaleur des usines, il vient dans une époque où notamment il y avait des gamins de 7 ans, 8 ans qui travaillaient dans la métallurgie et autres. Le syndicalisme il a été là pour lutter notamment contre le pouvoir. Il n'est pas là pour pouvoir défendre celles et ceux qui disent bico, celles et ceux qui autorisent la clé d'étranglement, ou ceux qui vont demander plus de moyens, plus de balles de LBD pour pouvoir réprimer. Et c'est dommage en fait qu'on le dise pas ça, parce qu'aujourd'hui le syndicalisme de police il demande même pas des augmentations de salaire, il demande pas spécialement ça. Sa préoccupation c'est de savoir dans la prochaine phase de lutte de classe, quand ça va exploser, parce que on fait tous la même litanie, c'est-à-dire on dit tous, il y a 800 000 chômeurs de plus, il y a 1 million de personnes en plus qui viennent basculer sous le seuil de pauvreté, mais pour nous c'est pas des calculs, c'est pas un tableau Excel en fait pour donner des chiffres et suivre des statistiques, c'est quelque chose d'éminemment politique, et ils le savent le pouvoir. S'il y a 2 ans ils ont connu le mouvement des Gilets jaunes alors qu'on n'était pas dans cette situation de crise sanitaire, ils savent très bien que demain, ils vont avoir un mouvement de masse qui va sortir dans la rue. Moi, je fais pas de la politique de la boule de cristal, mais ils le savent très bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dès maintenant, quand ils ont vu l'histoire et comment les images ont été importantes et centrales pour le soutien au mouvement des Gilets jaunes, et notamment toutes ces images-là de violence policière, ils savent que demain, ça va être primordial dans une lutte de classe importante, en fait, que demain, les policiers qui vont réprimer, peut-être même tirer cette fois-ci à balles réelles, ne soient pas filmés, ne soient pas identifiés. C'est ça ce qui est en train de se jouer. Ce n'est ni une histoire de la presse, ni une histoire des libertés d'expression ou quoi que ce soit. C'est comment on va armer et comment on va armer notre institution policière pour pouvoir lui garantir la possibilité de réprimer demain les gens qui vont militer, qui vont faire grève et qui vont se battre. C'est ça la réalité, c'est ce qui est en train de se passer, et c'est dommage, en tout cas on n'a pas pu le dire. Enfin voilà, moi ce que je retiens c'est qu'il y a eu énormément de monde, je pense qu'il y a énormément de gens qui militent et qui font en sorte de faire retirer cette réforme. Et puis c'est dommage parce que la camarade de Attaque, elle a pas voulu que Révolution Permanente ne parle. Donc voilà, ils ont inscrit toute la planète Terre, mais Révolution Permanente qui fait 3 millions d'entrées chaque mois sur le site internet, qui donne la parole aux gens du terrain, il est refusé par la présidente de Attaque. Et en tout cas qu'elle le sache, Anas Kazib il s'en rappellera, et moi je lui ferai payer sur nos alliances et sur les fois où en fait on donne la parole à Attaque, les fois où on milite avec eux, les fois où on leur donne aussi la parole, et que nous quand on vient on veut prendre la parole en tant que média qui ça fait 5 ans qu'il existe, ça fait 5 ans qu'il est sur tous les fronts, dans l'ensemble des manifestations, dont certains militants prennent même des coups. Ils prennent des coups devant les dépôts de la RATP, ils prennent des coups devant les dépôts de la SNCF. On n'a même pas le droit de parler dans une loi qui concerne la presse et qui nous concerne nous, et qui demain fera peut-être que si Révolution Permanente monte une image d'un policier qui réprime, eh ben peut-être on fermera et on dissoudra notre site internet. Et nous, on veut pas nous laisser parler. Bon, c'est pas très grave, en tout cas, on continuera.
Et je voulais te demander un petit message pour la jeunesse, parce qu'il y avait énormément de jeunes de 16 ans, 17 ans, 18 ans qui aujourd'hui sont hyper en colère contre cette loi, mais ce qui leur manque c'est des perspectives en fait. Il y en a certains qui se demandent est-ce que la solution c'est 2022. Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette jeunesse qui aujourd'hui nous fait un bien fou, qui s'exprime, qui vient avec des pancartes? Franchement, j'ai jamais vu une jeunesse aussi voilà, politisée, qui s'est mobilisée contre les violences policières, contre le racisme, et aujourd'hui qui est dans la rue. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à cette jeunesse-là? Bah, je pense que cette jeunesse-là, elle est dans une période avec laquelle même ma génération, moi je vais avoir 34 ans, où on est dans une période où jamais on aurait cru qu'on allait vivre ça. On pensait que c'était les questions d'épidémie, les questions de crise et autres, c'était pour une génération passée. Aujourd'hui, on voit à quel point en fait on est face à cette crise qui est profonde, qui est internationale et haute, et que en fait on est aussi non pas uniquement face à cette crise, mais face aussi à la gestion catastrophique, sinon criminelle, d'un pouvoir en place en réalité. Et on voit à quel point Emmanuel Macron et le macronisme, c'est un échec total. Il y a 3 ans, on nous disait Macron, c'est le nouveau monde face à l'ancien monde. C'était le gars qui allait faire en sorte que le chômage allait passer sous la barre la plus minimum, etc., qu'il n'y aurait plus aucun SDF dans les rues. La réalité, on voit à quel point le macronisme, c'est un échec total. C'est-à-dire déjà qu'on peut le féliciter, on peut lui donner 2-3 bons points. Le premier, c'est d'avoir fait en sorte que les gilets jaunes existent. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est d'avoir fait en sorte que la réforme des retraites et cette grève qui a duré plus de 60 jours, il a permis de battre le record de grève sous son quinquennat. Et la troisième chose, c'est ces mouvements, notamment des quartiers populaires et notamment à l'initiative du comité Adama, que ça soit devant le TG, devant la place de la République, qui ont rassemblé des milliers et des milliers de jeunes pour dénoncer le racisme d'État et les violences policières. Et en tout cas, pour ça, c'est les bons points. Merci à Emmanuel Macron d'être ce qu'il est pour pouvoir nous permettre de lutter et de faire en sorte que ce spectre de la révolution y revienne. Mais maintenant, il va falloir qu'on s'organise, il va falloir qu'on se coordonne et qu'on décide de prendre la question à bras le corps. C'est ça là, ce qui est nécessaire aujourd'hui. Ce n'est pas de penser qu'en faisant des amendements, en faisant des textes de loi, en essayant de proposer des motions de censure ou quoi que ce soit, qu'on va pouvoir s'en sortir. On le dit, on le répète. Cet État, c'est un État bourgeois dont les institutions, elles sont coercitives, elles sont au service d'une classe dominante et dirigées par une classe dominante. Ni plus ni moins. Ce ne sont pas des prolétaires qui sont en train de diriger au Parlement. Ce sont des bourgeois, ni plus ni moins, et qui font la politique de la bourgeoisie. Je donne un exemple. Pendant qu'il y a 1 million de personnes qui viennent de basculer sous le seuil de pauvreté, ils ont sorti une ordonnance Covid au mois de mai, qui s'appelle également ordonnance effet d'aubaine. Les patrons, en fait, ils se servent de cette ordonnance-là pour pouvoir liquider les dettes de leur entreprise et se porter acquéreur. Un exemple très simple, le patron d'Orchestra, c'est les habits de vêtements pour enfants. Le patron d'Orchestra, Pierre Mestre, il avait 690 millions d'euros de dettes. 690 millions d'euros de dettes. Il utilise cette ordonnance Covid, il liquide son entreprise, il se porte quelques semaines après devant le tribunal de commerce, seul acquéreur de son entreprise, il la récupère en supprimant 1000 emplois et en récupérant son entreprise avec 0 dette parce qu'il les a fait liquider grâce à cette ordonnance-là. C'est ça le pouvoir bourgeois, c'est-à-dire celui qui fait en sorte que les précaires, ils perdent leur emploi, ils ne peuvent pas aller travailler, ils ne peuvent pas se nourrir, ils ne peuvent pas remplir leur frigo, et de l'autre côté, des milliardaires, des millionnaires qui au final profitent de la situation pour pouvoir faire encore du dumping social et essayer d'arnaquer partout où ils ne peuvent pas arnaquer. Maintenant, aujourd'hui, ils commencent même à arnaquer dans des périodes de crise. Donc c'est ce qu'on dit aux gens, c'est que il ne faut pas avoir que cette loi-là. Il faut voir l'état aussi des services publics, du service public hospitalier. Il faut voir l'état notamment de l'économie, l'état de notre travail, etc., qui au final est dégradé partout. Les gens voient à quel point c'est une galère sans précédent aujourd'hui de pouvoir vivre, travailler. Et c'est ça ce qu'on doit dénoncer aujourd'hui. On doit lutter réellement. On doit lutter réellement pour pouvoir retourner la table définitivement, en fait. Parce que ça ne s'arrêtera pas. Il y avait la réforme des retraites, il y avait la réforme de l'assurance chômage. Là, il y a une nouvelle texte de loi pour interdire de filmer. Ils vont jamais s'arrêter, en fait. Si on décide pas de les arrêter, ils ne vont jamais s'arrêter. Moi, je le dis et je le répète, si notre avenir, c'est Macron ou Le Pen en 2022, eh ben, ça a vraiment un avenir de merde. Il va falloir faire en sorte que dès 2021, il y ait une lutte de classe sans précédent. Et moi, j'espère et j'ai pas honte. On est militants révolutionnaires. On espère qu'il y aura la révolution définitivement dans ce pays. Et c'est ce dont on a besoin. Pas de cette poignée de parasites, mais on a besoin, nous, de retrouver notre liberté, de penser, de réfléchir et de savoir qu'est-ce qu'on fait de nos entreprises, qu'est-ce qu'on fait de notre économie, quel avenir on offre à nos enfants. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas de savoir ce que Macron demain il va faire ou pas faire ou ce que Castex va annoncer.